Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré un marché qui est tombé à 72 000 dans la nuit d'hier. Malheureusement, le marché continue de liquider, le marché n'a pas encore trouvé son bottom. On va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui a causé ce crash, pourquoi le 31 a été un tournant sur les marchés financiers. Restez jusqu'à la fin. Je vous ai préparé une surprise, c'est un modèle probabiliste pour savoir où est-ce que le bottom va se placer sur Bitcoin et où est-ce qu'il va falloir acheter activement. Je vous donnerai aussi mes scénarios sur quand est-ce que je pense que ça peut se passer, un peu de prédiction, c'est toujours sympa pour savoir un petit peu comment se placer et comment en faire votre plan, en adéquation et je vous donnerai comme d'habitude le rapport, dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On va commencer du coup par une partie macroéconomique et ensuite on ira sur l'analyse on-chain. Maintenant je vous ferai toujours une petite intro sur la macroéconomie parce que je pense que c'est ultra important. On est dans un stade où Bitcoin est en train de devenir de plus en plus mature, donc est de plus en plus corrélé à ce qui est en train de se passer sur la scène internationale. Si on revient du coup sur le point macro, déjà je voulais analyser ce qui s'est passé le 31 janvier 2026. C'est un jour qui restera vraiment dans l'histoire où on a eu un silver qui a fait moins 36% en une journée. Ça n'avait jamais été vu depuis 1980. Et un gold qui a fait moins 12% et qui dans la suite a fait quasiment plus de 20%. Donc pire depuis les années aussi 80. Un Bitcoin qui a fait moins 6%. Bon ça, on va dire qu'on est habitué à ce type de secousse sur Bitcoin, mais en tout cas sur les assets type silver et gold, ça a été vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et c'est pas un accident, c'est une recalibration structurelle du marché. Au niveau du contexte, la première chose qui est arrivée, c'est la nomination de Kevin Warsh. Kevin Warsh comme prochain du coup patron de la Fed pour remplacer Powell. Warsh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien gouverneur de la Fed, donc qui a été là entre 2006 et 2011. Donc c'est quelqu'un, qui a de la stature et qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a navigué à l'intérieur de la crise de 2008 avec Bernanke. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu pour savoir gérer des situations de crise. Et c'est une personne qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire de la part de Trump, c'est pas un yes man. C'est quelqu'un qui, mine de rien, pendant la crise de 2008, n'était pas forcément enclin à dire on baisse les taux d'intérêt à zéro. C'est pas quelqu'un qui, sur l'inflation, va être bon, on s'en fout de l'inflation, on baisse les taux. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus crédible auprès des marchés. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout le monde le pensait, hein, vous auriez pu voir directement sur Polymarket. D'ailleurs, c'est ultra intéressant de regarder sur Polymarket, qui est une plateforme de prédiction sur laquelle les gens vont venir investir sur une news. Et on avait 80% de chances que Kevin Warsh soit le président de la Fed. Mais le fait qu'on ait déjà dit c'est vrai, il va être nominé pour être le prochain Fed Chair. Donc ça a été quelque chose d'intéressant pour les marchés. Ce qu'on a vu, c'est que derrière le dollar, il a spike, donc le dollar a fait une belle montée. On a eu les obligations aussi, pareil, qui sont montées, ce qui a créé que forcément sur les actifs à risque type equities, donc S&P 500, Nasdaq, on a eu des baisses et il y a eu un massacre sur les alternative assets type commodities et crypto. Encore une fois, ce n'est pas la simple raison du dump. Il y a eu aussi, du coup, toute la raison du dump du gold et du silver qui a créé aussi cette réaction en chaîne sur les marchés. Il faut savoir que déjà depuis 12 mois, on avait le gold plus le silver qui était en train de s'envoler. Si on regarde, ne serait-ce qu'au niveau, non pas des cryptos, mais du gold, si on regarde, c'était assez inédit. Là, on est en train d'avoir un joli bounce sur le marché du gold, mais si on prend sur un an en 2024, on a fait quasiment un x2 sur le gold, qui est quelque chose d'énormissime. Ça a été dû à plusieurs raisons. Un, le fait qu'il y avait une guéguerre entre Trump et Powell qui, du coup, appuyait sur l'instabilité aux États-Unis. Une baisse au niveau du dollar qui était une volonté de Trump quand il est arrivé au pouvoir. Une inflation qui était énorme. Toute l'instabilité géopolitique à cause des tarifs, à cause de la guerre en Iran, toute la partie dédollarisation aussi qu'on est en train de voir sur la zone des BRICS, ici en tout cas dans la zone Moyen-Orient, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa. Ce qui a créé que du coup on a eu un véritable rallye sur le gold et le silver. On a eu aussi beaucoup de spéculations sur le marché, une manière, enfin extreme overbought, donc il était extrêmement suracheté. Et on a eu ce qu'on appelle en gros une margin trap. C'est quelque chose qui ne s'était pas vu encore depuis les années 80, où le Chicago Mercantile Exchange, qui est l'endroit où vous pouvez, du coup c'est le marché où vous pouvez traiter des produits dérivés, des produits avec levier sur le Chicago Mercantile Exchange, sur le silver, donc sur l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'une margine donc, qui était fixe, c'est-à-dire avoir des marges fixes pour pouvoir maintenir vos positions, à des marges en percentage based. C'est-à-dire qu'il fallait que vous ayez au moins 15 à 16% de votre position à levier pour pouvoir garder votre marge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
le fait de passer d'un pourcentage fixe à un pourcentage, de la position entière, ça a créé une cascade de liquidation parce que les traders n'étaient pas capables, de pouvoir, combler cette marge. Ce qui a créé qu'en fait, en fait, il y a eu beaucoup de positions qui ont dû être liquidées et ça a créé cette cascade, en fait, tout simplement, de deleverage et donc du coup de liquidation, de positions. On a vu la même chose, hein, dans les années 1980 avec les Hunt Brothers, qui avaient fait exactement la même chose et qui derrière avaient été liquidés massivement et on avait eu du coup, l'argent je crois qui était passé de 20 à 5 quelque chose comme ça. Au niveau de l'analyse, est-ce que ça signifie donc le narratif des alternative assets, il est cassé. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'un dollar faible, une peur au niveau de la Fed et de l'inflation, ça nous permet d'avoir un le gold qui monte, le silver qui monte et le bitcoin qui monte aussi. La réalité, c'est que le gold a fait un ATH, bitcoin est resté coincé, le gold a crash, bitcoin a crash. Et donc du coup, on a bitcoin qui est véritablement corrélé au sentiment de risque qu'il y a sur le marché, pas forcément à l'inflation. On le considère non pas comme une valeur refuge pour l'instant, mais on le considère comme un actif à risque. Deuxième chose, on a la présidentielle de Trump qui est vécue comme une incertitude énorme sur les marchés. C'est l'incertitude constante, pas forcément que due au tarif, mais due à tout ce qu'il fait à côté. Exemple, par exemple, pour la semaine dernière, on a eu le lundi 100% de tarif en termes de menaces au Canada. Le mercredi, on a eu 50% de tarif sur tout ce qui est aircraft au Canada. Jeudi, Kevin Warsh, la surprise. Vendredi, le gold et le silver qui baissent en flèche. Donc, pour Bitcoin, c'est une volatilité qui est mauvaise, c'est une incertitude qui est mauvaise et on n'a pas de narratif clair. Et la problématique, c'est qu'aux États-Unis, on rentre dans une stagflation et c'est le pire cas pour Bitcoin. Qu'est-ce que la stagflation? C'est le fait d'avoir d'un côté une inflation et de l'autre côté une récession économique. Pour l'instant, on n'y est pas, mais on est dans ce régime en fait qui est un petit peu mou, dans lequel pour Bitcoin c'est très mauvais parce qu'on n'a pas d'un côté l'impression monétaire parce qu'on ne peut pas baisser les taux et donc du coup ça n'est pas positif pour Bitcoin et de l'autre côté on a une récession économique donc forcément de l'argent qui est moins à foison sur les marchés, alors que Bitcoin est un actif à risque au même titre qu'un S&P 500. Maintenant, revenons sur l'analyse on-chain. Au niveau du contexte, donc, bon, le 31 janvier, on était à 78 000 c'est le moment où j'ai fait mon analyse et entre-temps, du coup, je vous ai changé parce que j'ai pris un peu de retard sur la vidéo. Mais les 10 découvertes que j'ai faites sur la partie analyse on-chain qui vont nous permettre d'avoir la probabilité de où le bottom peut se poser. Déjà, on a 3 niveaux psychologiques qui ont été cassés. Ce qui nous amène en fait tout simplement dans ce que j'ai appelé les abysses, mais on a tous les niveaux en fait on-chain qui nous auraient pu permettre de repartir et d'avoir en fait ce bull market qu'on voulait tant sur Bitcoin. Le short-term holder cost basis, donc le coût d'acquisition moyen des bitcoins sur le marché par les short-term holders, donc les investisseurs qui sont là depuis moins de 6 mois, qui a rejeté en fait tout simplement le prix lorsqu'on arrive aux 98 000 dollars. On a eu donc la moyenne mobile des 50 dernières semaines qui n'a pas été rattrapée et qui a été cassée. On a eu la 200 DMA, donc tous les indicateurs techniques, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Et le true market mean, qui est le coût d'acquisition moyen des bitcoins sur le marché pondéré par le temps, on est passé en dessous et on est aujourd'hui à 80 000 dollars. Donc il aurait fallu qu'on les rattrape, mais ce n'est pas chose qui a été faite et on est rentré un petit peu dans ces abysses où le prochain support technique, c'est la moyenne mobile des 200 dernières semaines ou le realized price sur Bitcoin. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je pars du général et on va essayer de pousser de plus en plus précis pour chercher à savoir où est-ce que le bottom peut se poser et comment les investisseurs réagissent. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'air pocket. La air pocket, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, donc, cet indicateur va vous permettre de savoir quel pourcentage a été acheté de Bitcoin, ou en tout cas quel montant de Bitcoin a été acheté à quel prix. Par exemple, vous venez ici, donc on sait qu'il y a l'équivalent de 20 milliards de dollars qui ont été achetés de Bitcoin sur le marché sur les 88 000. Et ici, on a cette zone d'inefficience qu'on appelle une air pocket entre les 70 et les 80. Et c'est des zones où en fait, il y a souvent des inefficiences et le marché revient. Parce que le marché vient combler ces inefficiences et au moment où en fait on casse tous ces supports, bah forcément on va venir jusqu'au prochain support qui est aux 70 000 dollars. Et c'est souvent des zones qu'on va venir retravailler. Donc actuellement on est là-dedans et c'est quelque chose que je disais depuis des semaines où je pensais que le marché irait dans ce trou béant parce que toutes ces zones vides elles sont souvent retravaillées. Au niveau de la découverte 3, c'est les ETF outflow. Pour le moment, on est en train de voir qu'au niveau des ETF, on a une vente qui est énorme. Là, sur le rebond, on a quand même du net flow, si on reprend sur la journée du 3 février, donc la journée d'hier. Et ce que moi, je pense à titre personnel, c'est que nous n'avons pas encore vécu la capitulation sur les ETF. Je vous explique pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, sur les ETF, on a plutôt un coût d'acquisition moyen, je crois, qui est aux alentours des 80 000 dollars. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont acheté le top. Et donc, du coup, je pense que l'outflow qu'on a eu sur cette journée, donc on a eu 7 milliards de dollars d'outflow, je pense que c'était surtout les gens qui avaient acheté le top en septembre. Et
pour le coup, il y a probablement beaucoup plus de holders dans les ETF qu'on ne le pense. Il y a beaucoup plus de gens, qui maintiennent leur position et qui ne vendent pas et je pense que les vraies mains faibles sont parties, mais la vraie capitulation ETF n'est pas encore arrivée. Moi, ce que j'attends, c'est une journée où on a, 1 000 000 d'outflow en un seul, jour et ça marquera une capitulation finale, probablement alignée avec une big, red candle, donc une bougie rouge, on-chain. Ensuite, au niveau de la découverte 4, ce qu'on voit, c'est que les long term holders, les personnes en tout cas qui sont là depuis plus de 6 mois sur Bitcoin, elles ont cessé, de prendre, des profits de manière massive. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait quasiment entre, 1,8 milliard de dollars, qui étaient, pris en termes de profit, sur les tops. On a vu quasiment 1,5 milliard sur le rebond, du dip qu'on avait eu qui avait été repris et là, on a baissé à peine, 27 millions de dollars, de prise de profit, sur les dernières journées. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un petit peu cet épuisement au niveau, de prise de profit de la part des long term holders, même si ça commence à augmenter, légèrement. Mais ce que je pense là-dessus, alors ça peut être vu, comme positif, mais moi ce que je pense, c'est que tout simplement, en fait, les long term holders qu'on a là actuellement, c'est des gens qui ont acheté aux alentours entre 80 et 100 000 et ce qui est en train tout simplement de dire qu'on n'a pas encore eu la capitulation maximale et en fait, un bottom, il se crée lorsqu'on a un la capitulation des short term holders, ça c'est ce qu'on a eu, 2 la capitulation des long term holders et là, en fait, le fait qu'on ne l'ait pas encore, bah, pour moi, c'est quelque chose, que je trouve négatif et je pense qu'on va avoir encore une fois une capitulation et c'est pour ça, vous le verrez à la fin, où je pense que nous allons, aller. Deuxième chose, on a les long term holders qui, pour l'instant et c'est pour ça que je vous le disais, qui sont underwater, donc sous l'eau, mais pas encore à des niveaux qu'on a pu avoir de bear market. Alors, je ne sais pas si on ira sur les mêmes niveaux de 54% de la supply qui va être en profit, donc 54% des jetons en circulation qui sont détenus par des long term holders qui sont en profit, mais pour l'instant, on est encore loin de ces zones de bottom sur Bitcoin. Sixième découverte, c'est pour moi, donc du coup, ce que je vous disais, je pense que la capitulation n'est pas encore arrivée. Si on regarde ici au niveau du market, ce qu'on voit, c'est que les prises du coup on va dire les prises de pertes sont faites par les short term holders et non pas encore par les long term holders. Ce qu'on a pu voir en fait tout simplement par exemple ici, donc c'est ce que vous voyez en bleu et en fait on le voyait hein, dans les zones de bottom, on avait à la fois les long term holders plus les short term holders qui allaient prendre en fait tout simplement des pertes et donc du coup ça nous permet de créer des bottoms. Et là ce qu'on est en train de voir c'est que certes on a de la prise de pertes qui est réalisée de la part des short term holders mais non pas des long term holders sur le marché. Et je pense qu'en fait, ces long term holders, ils vont capituler entre les 62 000 et 75 000 sur BTC. Et je pense que c'est ça qui marquera le bottom. Au niveau de la découverte, certes, 7. Donc, ce qu'on peut voir, c'est au niveau donc, de la supply on profit realized. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des prises de pertes qui sont faites de la part des short-term holders, comme je vous le disais sur le précédent graphique. Et moi, ce que je pense, hein, c'est qu'on va arriver à des zones comme on avait pu les avoir pendant des périodes de bear market où on va retourner sur les 0,93. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on se fait rejeter à chaque fois sur le short-term holder SOPR à 1, ce qui nous montre qu'on est en train de rentrer dans cette zone de bear market qui va être prolongée selon moi. Mais je pense qu'on n'est pas encore au moment où on a eu la plus grosse liquidation. Huitième découverte qui me fait pencher aussi dans ce scénario, c'est que pour l'instant, il y a encore trop d'espoir. Et ce qu'on peut voir, hein, donc ici c'est long delivered, ça veut dire qu'ici on a des liquidations longues. Ça veut dire que sur chaque rebond, à chaque fois, on a des gens qui vont venir long, donc parier à la hausse avec du levier. Et ce que ça veut nous dire en fait tout simplement, c'est qu'il y a encore trop d'espoir sur le marché. Le moment où en fait on va réussir à bottom, c'est le moment où on va avoir de la short liquidation et que donc du coup les personnes vont changer leur manière de voir, vont se dire ok ça va faire que baisser de façon et c'est à ce moment-là où on va pouvoir avoir un rebond sur le marché. Observation 9, qui est plutôt une observation sur le marché, c'est que les gens commencent à partir en disant ok Bitcoin c'est de la merde, je commence à sortir. Moi je le vois même au niveau des gens que je connais dans le Web3, les gens sont voilà, plutôt désespérés sur le marché, que ce soit les gens qui créent des projets, les gens qui développent des projets ou les gens qui investissent. Et c'est exactement ce genre de sentiment qu'on veut avoir pour être dans cette phase de bear market. Donc là actuellement les gens ils abandonnent plutôt par on va dire, c'est en anglais apathy, mais c'est plutôt par ennui sur le marché et non pas par peur. Mais c'est le signal que le bottom approche, le moment où on va avoir véritablement la capitulation, c'est le moment où les gens vont dire ok c'est de la merde le Web3, c'est de la merde la crypto, je veux en sortir. Et la découverte 10 qui pour moi nous amène à conclure sur le fait que nous sommes dans cette deuxième phase de bear market, 2 où est-ce qu'on va aller en termes de bottom et 3 où je pense qu'on va, enfin, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de temporalité sur le marché, c'est que on a le weekly RSI, donc là c'est plutôt de l'analyse technique qui est en train d'approcher les 30. Et ça c'est plutôt bon parce que historiquement c'est là où on a les bottoms sur le marché.
Donc, au niveau de mon nouveau framework et des 3 zones de prix, donc j'ai créé un framework pour modéliser où le bottom va se former. Selon moi, donc la zone 1 qui est la value zone, là où en fait on a 50 à 60 de la supply qui est en profit, on a 70 des pay de la fortune sur le marché qui est en unrealized profit, et on va venir trader dans l'air pocket comme je vous parlais. Dans cette zone, je pense que le plus intéressant, c'est de faire un DCA quotidien normal, et la probabilité qu'on reste ici, elle est de 35. Pour moi, la deep value zone, celle dans laquelle je pense que c'est le plus intéressant d'acheter du BTC, c'est entre 62 000 et 70 000 dollars. Selon tous les modèles de prix que j'ai pu voir, c'est là où je pense que le marché viendra bottom. Et du coup, la probabilité qu'on atteigne cette zone, pour moi, elle est de 60 à 65 là-dessus. Et c'est ici où je pense qu'il va falloir faire le maximum de DCA. La troisième zone qui est possible à voir, mais dans lequel moi j'ai un peu de mal parce que aujourd'hui, au vu de la structuration du marché, au vu de l'état d'avancement des différents signaux on-chain, pour moi, revenir en dessous des 62 000 dollars sans avoir un catalyseur ultra négatif sur le marché, c'est pas ce qu'on a, en tout cas, c'est pas ce qui se profile, on n'ira pas en dessous des 62 000 dollars. Donc, au niveau des distributions de probabilité, comme je vous le disais, bottom dans la zone des 70 à 85, 35%. Deep value, pour moi, 62 000, 70 000, c'est là où c'est le plus intéressant parce on a un rabais de 10 à 15% sur ce que j'avais appelé la fair value, donc la value intrinsèque de Bitcoin, lorsqu'on prend un petit peu tout ce qui se passe en termes de pricing modèle sur Bitcoin. Donc pour moi, on a 55% de probabilité de venir bottom ici. Et en dessous de 62 000, on aura peut-être un léger spike en dessous, mais selon moi, on n'a que 10% de chance d'y retourner. Pour moi, on est véritablement sur l'opportunité du siècle sur Bitcoin si on arrive à cette zone des 62 000, 75 000. Encore une fois, tout ce qui est en dessous de 75 000, je vous le dis, c'est des très 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 bonnes zones d'achat selon moi. Pourquoi c'est la meilleure zone selon moi? C'est qu'on arrive à 15 à moins 25% sous la fair value, un jamais vu depuis 2022. On est dans l'air pocket et donc du coup, on va venir en fait combler cet air pocket, ce qui va devenir pour moi un support solide. On est dans cette zone de chop solidation de 2024, donc dans cette zone où on a déjà consolidé pendant un long moment. On n'a que 10% de la total supply qui a un coût moyen dans cette zone des 55 000 et 75 000, des long-term holders qui ont accumulé massivement pendant 18 mois, un support psychologique qui est énorme. Et je nous vois mal partir aux 50 000. Pourquoi? Parce que on a aussi un Michael Saylor qui a un coût d'acquisition moyen qui est à 74 000 dollars. Et donc, du coup, j'ai du mal à voir ça. En plus de ça, on a au niveau des long-term holders, on a quand même cet épuisement. Et je pense que c'est vraiment là-dedans où on risque d'avoir cette capitulation finale dans cette zone. Et on a tout qui converge à dire que ce soit le short-term holder cost basis intersect, on a la 200 DMA, on a toutes ces choses-là qui nous disent que c'est véritablement la zone dans laquelle il faut aller et c'est la zone dans laquelle il faut venir accumuler du BTC. Donc, selon mes scénarios, comme je vous le disais, pour moi, donc le scénario 1, si véritablement on reste dans cette zone des 70 85 000, il va falloir qu'on range entre les 70 85 000, qu'on ait un support qui se crée aux 70 000, 75 000 et qu'on ait cette résistance qu'on va venir en fait tout simplement chercher aux 80 85 000. Selon moi, si on rentre là-dedans, mais ça veut dire que, un, le marché digère ce qui est en train de se passer au niveau macroéconomique, que les ETF outflow se stabilisent et qu'on a un sentiment qui se répare progressivement. Et ça, on pourrait le faire sur la zone de février-mars 2026. Mais mon scénario que je pense être le plus juste, c'est qu'on vienne break sous les 75 000, ce qu'on a fait. Donc du coup dans cette première semaine, puisque bon, cette analyse je l'avais faite un petit peu auparavant, je l'avais fait le week-end au moment où on a eu le 31. Donc qu'on vienne un petit peu sous les 70 000, qu'on vienne tester les 65-68 000, qu'on ait cette peur qui se crée sur le marché et qu'on ait un événement de capitulation aux 62 000 pour pouvoir ensuite derrière former un bottom sur 2 à 6 semaines et qu'on revienne petit à petit sur le marché pareil. Ça, je le vois bien sur février-mars et ensuite, après, pendant l'été, venir créer cette consolidation pour pouvoir repartir sur la fin de l'année et revenir sur cette phase plutôt bullish du marché que je pense véritablement qu'on aura sur cette fin d'année. Sinon, on a le scénario 3, qui là est plutôt un événement Black Swan qui devrait arriver. Donc, par exemple, un exchange qui se fait hacker, un problème au niveau régulatoire. Et là, on risque de vraiment corriger et d'aller au 51 000, qui est en fait le realized price, donc le coût d'acquisition moyen de tous les bitcoins sur le marché, qui est souvent en fait la zone de bottom pendant les bear markets. Donc, ce qu'il va falloir surveiller cette semaine, bon, c'est arrivé. Le support critique des 78 000 qui s'est fait éteindre. Les ETF flow, est-ce que véritablement on va continuer à être ultra bearish ou est-ce qu'on va se stabiliser? Le fait qu'on se stabilise actuellement me fait pencher à dire qu'on peut avoir le scénario 1 qui se passe, et donc du coup cette création du bottom entre les 70 et 80, mais pour l'instant on verra comment ça se passe. Le fait que donc les métaux précieux rebondissent, ce qu'on est en train de voir aussi. Au niveau des liquidations et funding rate, ce qu'on ne veut pas voir en fait tout simplement, c'est que le marché continue
à être longue et c'est ce qu'on est en train de voir, donc ça, c'est pas très positif. Ça veut dire que les gens ont encore trop de confiance sur le marché et il va falloir venir analyser tout simplement les prises de perte de la part des short-term holders. Il faut que ça continue à capituler pour pouvoir véritablement bien repartir. Donc, ce qu'il faut comprendre pour conclure, c'est qu'on est dans la phase 2 du bear market. On est dans cette phase où on a peur, on est dans l'incertitude, mais on n'a pas encore eu la capitulation totale du marché où tout le monde dit ça y est, c'est fini, c'est mort, on veut partir. Pour moi, ma thèse, c'est qu'on a cette capitulation qui est nécessaire sur le marché pour pouvoir revenir. Et il faut exactement que vous fassiez le contraire de ce que vous voyez sur le marché. C'est qu'au moment où on vous dira capitulation totale, cette merde va aller à zéro, c'est le moment où il va falloir all-in et avoir une conviction massive. Et encore une fois, bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cryptos qui sont en perte actuellement, mais c'est pas le moment en fait tout simplement de capituler, sauf si vous avez des cryptos sur lesquels vous avez plus aucune conviction et que vous voulez passer en Bitcoin ou sur des cryptos, on va dire plus capitalisés et sur lesquels on peut avoir plus de conviction, comme du hype, comme par exemple, je sais pas, je dis des bêtises, mais du Solana, de l'Ether sur le market. Donc, pour conclure, court terme, bearish. Je pense que véritablement, on va venir en fait taper ces 65 000, 70 000. Moyen terme, maximum opportunity. C'est la meilleure zone dans laquelle on peut rentrer 62 000, 70 000. Et long terme, 2026, 2027, je suis toujours très bullish. Merci beaucoup pour cette écoute. Ça a été une longue vidéo, des jours assez fatigants sur ces derniers jours parce que beaucoup de travail. Du coup, j'ai dû vous retarder cette sortie de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires si vous avez des questions et n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Bye.